Les relations entre l'Afrique et le reste du monde sont-elles en train de prendre un virage semé d'embûches, un virage dangereux, bordé de peut-être de bottes de paille? Et où nous mène-t-il? Comment se porte-t-il ce virage? Est-ce qu'il est mortel vraiment? Eh bien, on va répondre à ces questions avec un grand spécialiste de ce type de problématique. J'ai nommé Patrice Passy. Bienvenue dans Le Grand Virage. Le parcours commence dans les couloirs du pouvoir de 2006 à 2008. Vous conseillez les autorités politiques du Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo aussi, avant d'occuper le poste stratégique de conseiller du Premier ministre de la RDC de 2008 à 2011. Et ces années au cœur de l'État ne sont qu'un prologue. Ce que vous observez dans ces antichambres du pouvoir forge votre pensée. Les décisions se prennent trop souvent dans l'urgence, sans cette intelligence stratégique qui permettrait d'anticiper plutôt que de subir. Alors vous basculez. Du conseil au prince, vous passez à la construction d'outils pour transformer les rapports de force. Vous dirigez aujourd'hui DB Conseil, cabinet spécialisé en management des organisations, intelligence économique et communication d'influence, avec une équipe de 19 consultants. C'est bien ça, 19? Votre expérience internationale vous a amené de Paris à Bruxelles, de Vienne à Charleroi, d'Abidjan à Shanghai, de Johannesburg à Kinshasa, une géographie qui dessine une vision. De 2004 à 2008, vous organisez les conventions stratégiques, lieu de réseautage des chefs d'entreprise franco-africains sur les thèmes de l'Union africaine et l'enjeu chinois. Mais c'est avec la création de l'Université des savoirs africains dont vous devenez président que vous franchissez un cap décisif en fondant la pensée stratégique africaine endogène. Et le terme n'est pas anodin, endogène. Vous l'expliquez sans détour, notre continent va devoir installer 1 milliard de nouveaux urbains en une génération. Et cette phrase résonne comme un diagnostic implacable des relations postcoloniales. Depuis plus de 200 ans, tout a été fait pour nous, sans nous, c'est-à-dire 200 ans après, contre nous. Vos réflexions sur les relations franco-africaines est d'une rare lucidité. Dans vos travaux sur l'État franco-africain, vous décryptez les réseaux d'influence hérités de l'ère Foccart. Lors du Forum Afrique 2015, vous lancez un appel aux acteurs économiques, passer de la logique de rente à une logique de coproduction, au copartage des richesses. Les mots sont précis, techniques, mais ils portent une révolution douce, et si l'on cessait d'extraire pour commencer à construire ensemble. Membre de l'Ordre des experts internationaux de Genève, intervenant régulier dans les médias internationaux, chargé de cours dans des instituts de management en Île-de-France de 2007 à 2010, vous multipliez les casquettes et vous gardez une obsession, permettre aux participants de passer de la compétence individuelle à la réussite collective. Cette formule dit tout de votre vision, Patrice Passy. L'intelligence ne vaut que partagée, démultipliée, mise au service d'un collectif. Vous proposez même la création d'un Conseil national de sécurité économique pour la RDC, outil qui permettrait de faire coïncider le développement des entreprises avec la préservation des intérêts stratégiques de l'État. L'idée est audacieuse, faire de l'intelligence économique un levier de souveraineté. On y reviendra. Récemment, en août 25, vous êtes intervenu lors du forum des repates du Club Efficience en qualité de DG de DB Conseil, livrant une vision lucide et ambitieuse sur le retour des diasporas africaines sur le continent. Dans votre réflexion sur la pensée stratégique, vous appelez à fabriquer l'Afrique de demain en tant que futur du monde d'aujourd'hui. La formule n'est pas grandiloquente, elle pose une ambition, que l'Afrique ne soit plus le continent qui court après son retard, mais celui qui construit des solutions que le monde entier observera. Prometteur pour l'avenir, certainement, parce que Patrice Passy, vous appartenez à cette génération charnière qui a connu l'ancien monde et construit le nouveau, parce que vous refusez l'alternative stérile entre rejet total de l'Occident et soumission aveugle, parce que vous croyez à l'intelligence collective comme force de transformation, et parce qu'au fond, vous posez la seule question qui vaille, comment l'Afrique peut-elle devenir souveraine de sa propre pensée? Patrice Passy, soyez le bienvenu dans Le Grand Virage. Merci, et heureux de constater que vous avez pris le temps d'en savoir un peu plus sur votre interviewé. Très bien. Il y a juste... J'ai tout bon, j'ai fait commis des erreurs. Non, pas d'erreurs, quelques pécadilles à modifier, notamment temporelles, de 2008 à 2011 ça. En RDC, et l'Université des connaissances africaines, pas des savoirs, quoique l'un ne va pas souvent en général. Le savoir et la connaissance, c'est quand même très voisin. Voilà. Alors,
on va décrypter un peu cette nouvelle écriture, comme vous dites, cette nouvelle grammaire que vous êtes en train d'écrire, parce que ça s'écrit au fil du temps. Oui. Vous incarnez cette double culture franco-congolaise qui traverse tout votre parcours, mais concrètement dans votre quotidien, dans vos choix, comment cette double appartenance se manifeste-t-elle? Est-ce qu'il y a des moments où c'est un déchirement plutôt qu'une richesse? Ça n'a jamais été un déchirement, c'est plutôt une richesse. Un exemple, quand je suis arrivé il y a quelques années, j'avais un petit calepin avec moi. Quel était l'objet de ce calepin? Relever toutes les différences de l'anticonformisme au conformisme social français, relever toutes les différences entre le référentiel culturel de certains pays africains, notamment francophones, et le référentiel culturel français. Je notais toutes les différences, notamment dans la gestion du temps, des priorités, dans l'organisation, dans le rapport à l'autre, etc. Et à la fin, j'ai conçu une formation qui s'appelle la gestion des problématiques interculturelles franco-africaines, qui m'a permis de travailler avec les grandes écoles jusqu'à l'école Grenoble Management pour pouvoir présenter le fruit de cette observation qui a duré 3 ans. Donc c'est plutôt un enrichissement qui m'a permis aujourd'hui effectivement de porter à la connaissance des experts, chefs d'entreprise et entreprises françaises qui avaient envie et qui souhaitaient intervenir en Afrique. Donc vous avez démontré que l'harmonie, c'est pas l'unisson et qu'on s'enrichit de nos différences. Alors vous avez passé beaucoup d'années dans les antichambres du pouvoir, hein, à conseiller les premiers ministres. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter tout ça pour créer votre propre entreprise? Il y a un moment précis, une désillusion, une révélation, quelque chose? Non, j'ai en fait DB Conseil, après plus d'une vingtaine d'années d'existence, c'est grâce et avec DB Conseil que je suis arrivé auprès des différentes autorités en tant que consultant, puis conseiller pour pouvoir, puis conseiller stratégique pour pouvoir apporter, on va dire, les outils et méthodes utiles et nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions. D'accord. On parle beaucoup de votre pensée stratégique. Qu'est-ce qui vous a amené qu'est-ce qui vous a formé aussi à penser comme ça? Est-ce que vous avez eu un mentor? Vous avez eu un jour une révélation? Vous avez fait des lectures? Qu'est-ce qui s'est produit qui a fait le déclic pour que vous arriviez à cette pensée stratégique? D'abord, l'analyse du management interculturel, les rapports franco-africains. Je me posais toujours une question, et je l'ai toujours jusqu'à cet instant. Comment ça se fait qu'un grand pays comme la France, qui est le seul pays occidental qui rayonne et influence, a du mal à faire sa mue pour pouvoir épouser les courbes des évolutions africaines? Ça, c'est le côté français. Comment un grand pays qui a eu, avec toute cette influence que ce pays a et le rayonnement dans les différents pays francophones, peut avoir autant de mal pour orchestrer sa mue afin d'épouser les courbes des évolutions africaines? Et en observant, étant au cœur de l'État, donc en observant le vivre et l'agir des décideurs, la deuxième question qui est née de mes observations, c'est comment ces pays, ayant bien constaté que les paradigmes coloniaux deviennent inopérants par rapport à l'arrivée de la Chine et aux enjeux de la mondialisation, comment ces pays ont du mal à pouvoir faire pour eux, avec eux, c'est-à-dire par eux-mêmes. Ces deux questions m'ont poussé à me dire, je ne vais pas être un philosophe, c'est-à-dire je ne leur reproche rien, à m'installer juste dans une logique d'art du questionnement. Quels sont les outils et méthodes que je peux proposer pour pouvoir participer, contribuer aux contributions africaines, visant d'abord une prise de conscience et deuxièmement, mettre à la disposition des uns et des autres des outils et méthodes pour passer de la question aux solutions pérennes. D'accord. Et j'espère qu'au cours du développement, on va aborder la question. Alors justement, quand vous affirmez que depuis 200 ans, tout a été fait pour nous, tout a été fait sans nous, tout a été fait contre nous, c'est quoi? C'est de la colère, c'est de la tristesse, c'est aussi pour témoigner de l'urgence d'agir? C'est le constat qu'il y a une logique d'action, une logique de moyens qui s'essouffle. C'est le constat qu'en Afrique, nous constatons la fin pratiquement des monopoles,
lentement, inexorablement, nous nous installons et nous allons vers la fin des monopoles. Et l'arrivée de la Chine est comme dans un laboratoire, un réactif qui met en lumière les errements, les difficultés, les dysfonctionnements et surtout les déficits des La années Chine a comblé un traditionnelles. vide. La Chine n'a pas comblé un vide. La Chine est là depuis les années 60 à observer les failles, les qualités, les moyens mis en œuvre, etc. Et dès qu'elle a pu, dès que sa puissance a atteint une certaine capacité, ben, grâce à sa vision, elle a apporté juste les réponses aux déficits qu'elle a constatés sur place. Ce qui a permis, que ce soit dans la narration stratégique ou pour le reste, elle a apporté des réponses aux questions, des réponses aux déficits constatés. Maintenant, ce que je constate, ces réponses rendent obsolètes les paradigmes post-coloniaux ayant géré l'agir et le vivre ensemble actuellement. Nous avons par exemple l'aide au développement. C'est un paradigme post-colonial qui, aujourd'hui, a toujours sa raison d'être, mais n'a plus la même puissance. La coopération bilatérale, la cellule élyséenne, etc. Il y a plein de paradigmes qui, aujourd'hui, ont montré qu'il faut procéder différemment. Et c'est la lenteur de ces ajustements qui m'ont poussé à me poser la question, mais dis donc, on ne va pas continuer à attendre que ce soit les autres qui posent des questions, qui apportent les réponses. Nous avons tous les mêmes neurones. Est-ce que nous n'avons pas cette capacité aujourd'hui à concevoir de nouveaux paradigmes post-coloniaux, car les coloniaux devenant obsolètes, il nous faut réinventer la vision africaine, une vision conquérante du monde. Il nous faut inventer le discours nouveau pour promouvoir et protéger, défendre nos intérêts, et surtout une dynamique nouvelle grâce aux dynamiques africaines constatées du fait de la jeune démographie, etc. C'est à nous de rédiger tout ça, d'où l'idée du seuil doctrinal. On se rend compte qu'on est devant un mur qui nous impose de le dépasser pour aller plus loin. Mais ce n'est pas aux anciens de le dépasser, c'est à la jeune génération. Ce n'est pas à ceux qui ont fait la libération, l'indépendance ou les années 70, c'est les années 90, 2000. C'est ce que j'appelle dans le livre en cours de rédaction la génération du millénaire. C'est à cette génération de concevoir les nouveaux paradigmes utiles et nécessaires à l'africanisation future du monde. Bah, vous disiez, on est devant un mur. Est-ce que le mur n'est pas un peu intérieur? Est-ce qu'il n'y a pas aussi à combattre à l'intérieur tout un tas de pensées limitantes qui sont peut-être consécutives à la colonisation, mais il y a aussi ces résistances-là, non? Bah, lorsque vous... Je n'ai rien contre la langue française, mais puisque nous avons un débat sur le constat, lorsque vous... un jour, j'avais fait une intervention sur l'intelligence économique en Afrique. Brillante intervention, applaudie, saluée par tous. Et il y a une dame qui est venue me voir. Elle m'a juste soufflé à l'oreille. Elle me dit, très bien l'argumentaire que vous avez mis en place, mais vous avez dit ça en quelle langue? Je n'avais le temps de formuler la réponse, la dame s'est éclipsée. Et je me suis rendu compte de la difficulté et surtout de l'ironie de la question. Parce que lorsque vous abordez le monde avec les mots des autres, surtout avec une langue culture, ben forcément, vous aurez des difficultés à concevoir, mais très promptes à la réaction. Or, il y a une lourde différence entre celui qui agit avec des moyens et celui qui réagit avec l'absence des moyens. D'où ce décalage que nous souhaitons corriger. En faisant quoi? En mettant en place ce qu'on appelle la pensée stratégique endogène africaine, c'est-à-dire nous amorçons ensemble la rédaction de la nouvelle grammaire stratégique africaine. Et cette dame-là, elle savait combien il y a de langues africaines en Afrique? Je pense que, puisque la mise en place de l'intelligence économique en Afrique veut l'édification du périmètre stratégique des intérêts africains. Et la mise en place du périmètre stratégique des intérêts africains veut que la nature des rapports change. En modifiant la nature de ces rapports, certains intérêts sont mis en péril. C'est la mise en lumière de la difficulté qui a fait dire à la dame, tout ce que vous avez dit est très bien, mais vous l'avez dit en quelle langue? Oui, mais moi j'ai parlé énormément, échangé avec des Africains de beaucoup de pays d'Afrique, parce que l'Afrique, il faut le rappeler, n'est pas une et indivisible, hein. Donc il y a beaucoup de pays avec beaucoup de traditions, il y a plein d'ethnies, il y a plein de langues. Et il me disait, notre force, c'est le français, parce que sinon on ne se comprendrait pas entre nous.
Alors, Cheikh Anta Diop, en 1963, disait, il avait pris un exemple. Il dit, on a constaté au niveau de l'organisation de l'unité africaine un débat interne, réunissant linguistes, historiens et politiques. La question à l'époque était, nous mettons en place cette organisation avec comme langue de travail l'anglais et le français ou une langue africaine. À l'époque, il y avait un débat autour du Swahili, qui est l'une des langues parlées dans pas mal de régions. Oui. Les décideurs de l'époque avaient arrêté, pour éviter les bagarres internes et les guerres fratricides, il fallait retenir le français et l'anglais. Et Cheikh Anta Diop dit, à juste titre, que la paresse intellectuelle des cadres africains fera qu'il leur sera très difficile de modifier cet état de fait, alors que le maintien de ces langues poserait un problème d'innovation, de création et surtout de positionnement social. Parce que nous savons que les anciens colonisés n'ont pas toujours font preuve de ce qu'on appelle des difficultés de positionnement et de communication sociale. Positionnement image sociale. Un matin, il est en boubou, il se dit africain. Le lendemain, il est en costume, il se dit français, etc. C'est ça ce qu'on appelle une difficulté de positionnement social parce qu'effectivement, comme le disait Ndiaye, c'est les Africains souffrent, notamment l'élite, souffrent de l'interminable, excusez-moi, de l'interminable expérience de l'entre-deux cultures. Parce que dû exactement de cette situation. Alors pour Cheikh Anta Diop, excusez-moi, il était plutôt question que dès l'origine, qu'on puisse prendre une langue africaine, quitte à la perfectionner au fur des ans et des années, afin qu'elle devienne la langue de communication. Mais pour des intérêts partisans, on a préféré faire autre chose. Et 63 ans après, ou plus de 60 ans après, nous avons toujours la même difficulté. Alors justement, vous êtes entre Paris, Brazzaville, Kinshasa, Shanghai. Où est-ce que vous vous sentez chez vous? Est-ce que vous êtes déchiré entre plusieurs mondes, cette vie comme ça vous pèse? Où est-ce que, à la maison, quand vous dites je vais à la maison, c'est où? Je suis l'homme du monde. Oui, le monde, c'est votre maison? Le monde, c'est ma maison. Je suis l'homme du monde, le monde, c'est ma maison, et je me sens à l'aise partout où l'intelligence africaine prend sa place et avance pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Alors, avec votre réseau de consultants, vous pouvez répondre à une obsession qui est la vôtre, et qui est une obsession intéressante et intelligente, c'est de passer de la compétence individuelle à la réussite collective. Pourquoi est-ce que ça vous obsède? J'ai été choqué. C'est lié à quelque chose de vécu? Oui. J'étais à la Commission européenne à Bruxelles et j'avais un rendez-vous avec l'un des responsables de l'époque pour examiner un peu les offres africaines en rapport avec le Fed. À l'époque, on parlait du 9e Fed. Et il me dit, ben, écoutez, nous, ici, on a des budgets, mais nous recevons des demandes d'achat de brouettes, d'achat de tracteurs, etc. Nous recherchons des vraies offres avec une réelle valeur ajoutée, mais là, on constate qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de consultants, et les consultants que nous avons actuellement sont presque pour la plupart vont aller à la retraite, et nous n'avons pas de remplaçants. Est-ce que vous serez intéressé par rapport à ça? Je vais dans un pays africain pour une mission et j'entends que dans ce pays, ben, il n'y a pas de consultant. Il n'y a pas de consultant. Il y a même un qui a poussé le bouchon un peu plus loin, qui me montre une pile d'archives. Il me dit, vous voyez les 2 piles rouges là, oui. Ça a été fait par des consultants africains et ce sont les plus inexploitables. Ça m'a révolté. J'ai dit non, c'est pas possible. Nous savons qu'en France, il y a de la compétence. En Angleterre, il y a de la compétence africaine. Aux États-Unis, partout. Comment peut-on dire, et dans les pays, comment peut-on dire qu'il n'y a pas de consultants africains? Alors, je ne vais pas faire comme certains, c'est-à-dire me plaindre et me mouvoir dans une action révolutionnaire, mais je veux plutôt me dire, comme le disait Kennedy, la meilleure des choses, c'est d'apporter une solution et non pas d'attendre qu'on vous donne une solution. Oui, d'ailleurs, vous n'opposez pas compétences individuelles
française à compétences africaines. Vous parlez de compétences individuelles d'un côté et de réussite collective de l'autre. On voit bien qu'il se passe quelque chose entre les deux. Parce que nous partons du principe que ce qu'il y a de plus universel, c'est l'intelligence. Et l'association de ces intelligences mobilise toutes les archives, toutes les forces plutôt. Je dis toujours aux autres que qui que vous soyez en France, on respecte l'intelligence. Faites preuve d'intelligence sur les dossiers et vous serez respecté parce que j'aime pas entendre le mot racisme, il n'y en a pas. Qui que vous soyez en France, le français commence par respecter votre intelligence. Alors, si vous n'êtes pas intelligent, allez-y à l'école, travaillez davantage, faites ce qu'il faut pour pouvoir disposer et faire valoir cette intelligence. Alors, je suis donc allé voir les uns et les autres, leur disant, voilà, ce que je vous propose, c'est, vous avez une expertise que je respecte. Chacun est expert dans son domaine. Est-ce qu'on ne peut pas faire de notre intelligence notre propre valeur ajoutée? Ça fait mouche. Ça dit, oui, vous avez raison. Mais chacun est expert dans son domaine. Est-ce qu'on ne peut pas se retrouver avec pour seul socle commun la mise en commun de ces intelligences-là? Et de cette mise en commun jaillisse un projet commun fédérateur, mobilisateur et surtout capable, pragmatique, de mettre en mouvement certaines solutions, fruits de notre innovation sociale. La réussite collective. Et c'est ça ce qu'on appelle la réussite collective. Alors figurez-vous que ça a vachement intéressé. Plusieurs personnes se sont dit, mais vous avez raison parce que moi j'ai une expertise, je me bats tout seul, vous avez raison, etc. Et on s'est mis ensemble. À partir de là, je constate que les projets commencent à prendre corps, on nous regarde un peu dubitatif, mais avec les premières réussites, tiens, et j'ai bon espoir, dans 4-5 ans, le marché du conseil reviendra pleinement aux consultants franco-africains, africains, etc. Alors vous dites, et je vous cite, et je vais lire, « Le temps est venu d'expliquer de l'intérieur ce que les partenaires français perçoivent comme des défauts. » Et concrètement, quels sont ces défauts que la France ne comprend pas? Vous avez déjà entendu parler. Pourquoi est-ce que l'Afrique devrait encore se justifier? Voilà, c'est ça ma question. Non, ce n'est pas que l'Afrique doit se justifier. Simplement, nous souffrons de plusieurs biais et de prismes, et de biais, prismes, etc. Pour quelles raisons? Parce que le discours colonial nous a infériorisés, le discours colonial nous a donné une image que nous n'avons pas combattue, que nous avons laissé prospérer. Et je dis à la nouvelle génération, mais vous ne pouvez pas laisser prospérer cette image. Il faut expliquer pourquoi l'Africain rit, pourquoi il parle beaucoup, pourquoi il est en retard, pourquoi il faut l'expliquer. Parce que nous n'avons pas la même gestion du temps. Vous, le temps est segmenté. Eux, le temps est cyclique. Forcément, on n'a pas la même priorité et la même prégnance. Alors, il faut l'expliquer pour être compris. Et c'est pour ça que j'avais pris la décision de rentrer dans les chambres de commerce, dans les écoles de management, pour expliquer la différence, pour faire de la différence franco-africaine un atout et non un sujet de moquerie, de critique ou de blocage lors de la mise en place des projets en Afrique. Parce que figurez-vous, sur 100% des projets en Afrique, tant institutionnels que privés, 85 échouent. Et la seule cause, c'est la non prise en compte du référentiel culturel. La non prise en compte du risque culturel. Alors, comment faire du risque culturel un atout dans la mise en place d'une stratégie d'entreprise? C'est tout ce travail qu'on a fait. Et pendant 3 ans, je prenais note de toutes les différences pour savoir pourquoi le retard est accepté ici, rejeté de l'autre côté, pourquoi en Afrique l'échec ne pose aucun problème, alors qu'ici c'est grave, etc., etc. Et ça, on a conçu des outils et méthodes permettant à ceux qui veulent travailler ou interagir avec l'autre de disposer des éléments de compréhension des complexités de l'autre afin de mieux interagir et mieux faire valoir les intérêts des uns et des autres. Je pense que si, à un haut niveau, cette différence a été perçue, les questions en rapport avec comment épouser les courbes des évolutions africaines seraient mieux traitées. Alors, justement, la France perd beaucoup de terrain en Afrique, avec la Chine, la Russie, même la Turquie. Il y en a qui s'en réjouissent, il y en a qui s'en plaignent. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que l'Afrique a besoin, en quelque sorte, de passer d'un tuteur à un autre? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter ce genre de cycle? Je ne me suis jamais posé cette question et je n'ai jamais abordé le sujet de cette manière. Je pars du principe que nous sommes dans un monde marchand. Et dans un monde marchand, ce sont les intérêts qui prédominent.
Et nous n'avons pas d'amis, comme le disait le général de Gaulle, nous n'avons pas d'amis, nous n'avons que des intérêts, que ça soit de l'un, d'un côté ou de l'autre, chacun raisonne comme ça. Au-delà des intérêts, il y a un autre phénomène qu'on appelle le rapport de force. À ce stade, le rapport de force est défavorable et les plus forts imposent leur domination. Vous ne pouvez rien faire, c'est ainsi. Pour éviter de subir, il y a quelque chose qui se présente. L'Afrique bénéficie actuellement des effets de la mondialisation. Qu'est-ce que je veux dire? La Chine a profité de la mondialisation. Le monde, lentement, est en train de passer d'un monde bipolaire à un monde multipolaire. C'est cette transition qu'il faudrait maintenant gérer. Nous appelons ça en stratégie la logique des inversions des contraires. C'est des contraintes. La logique des inversions de contraires. Comment transformer les points faibles en atouts lors des différentes négociations. Et les points faibles, nous les avons nombreux. Aujourd'hui, au lieu de passer d'un chef à un autre, il est question de dire, avec 2,450 milliards habitants en 30 ans, je suis une force démographique, la deuxième puissance démographique au monde. Je suis un marché de près de 2 milliards d'individus, donc je représente un poids. Et à ce titre, je détiens plus de la moitié des réserves mondiales dans pratiquement tous les métaux rares. Donc, ma voix pèse. Maintenant, ce qui manque, c'est toute l'infrastructure cognitive permettant de mettre en place une vision. Deuxièmement, de développer des outils et méthodes comme levier stratégique de négociation et de défense des intérêts. Et enfin, de former les uns et les autres pour pouvoir... Mais cette pensée stratégique endogène africaine, comment elle peut se développer dans les esprits dès lors que dans les universités, en Afrique, sont les modèles occidentaux qu'on enseigne? Il faut savoir que nos États, à la création, souffrent de ce que nous appelons des malformations congénitales à la création. Pourquoi malformations? Parce qu'on nous a donné des États avec, à l'époque, des commis qui avaient la charge, qui passaient de la chefferie à la gestion d'un État moderne, donc avec toutes les lacunes, et les structures qui avaient été données avaient pour noble ambition de préserver l'acquis colonial. Donc, à ce jour, il y a eu beaucoup de réformes, mais pas des réformes d'ensemble permettant de passer de la synthèse documentaire à une élite intellectuelle capable de concevoir de nouveaux concepts, de nouveaux paradigmes par rapport aux stimuli naturels que représente notre milieu. Ça, c'est le constat. Ça, c'est le constat. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qu'on fait maintenant, l'Université des connaissances africaines dit on n'a pas l'ambition de tout changer. On s'insère dans cet univers et nous proposons un cadre de réflexion qui a pour simple objectif de concevoir de nouveaux paradigmes. On va réunir des cadres pendant plusieurs années qui s'enferment pour concevoir l'Afrique de 2050, l'Afrique de 2100, l'Afrique de 2300. Comment cette force que constitue la crue démographique qui arrive sera utilisée pour faire de l'Afrique l'usine du monde, la télé du monde, la nouvelle puissance avec des concepts africains. Ouais, mais concrètement, ça se traduit comment? Et en plus, regardez, dans les conversations, alors, je repense aux conversations stratégiques que vous avez réunies pendant des années. Il y avait des chefs d'entreprise franco-africains, africains d'un côté, français de l'autre. C'était depuis 2004, je crois. Oui. Hein? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ces conversations? Est-ce que les Africains parlent désormais d'égal à égal avec les Français? Est-ce qu'il reste quand même un rapport de force déséquilibré? Ou est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui viennent d'autres pays, qui viennent s'introduire dans ce type de conversation? Si, nous avons... Comment ça évolue? Nous avons eu un thème qui a été très célèbre, c'était la préservation des intérêts français en Afrique face aux stratégies de conquête des marchés africains par la Chine. La salle était animée, etc. Excellent sujet, où évidemment chacun est venu présenter à la fois sa stratégie de préservation de ses intérêts et les autres de la conquête. Maintenant, l'absence était quelle était la stratégie africaine de préservation ou d'identification du périmètre stratégique de ses intérêts.
L'absence de cette présence m'avait donné une idée, nous sommes en 2007 ou en 2006, m'avait donné une idée, il va falloir concevoir ce point-là. Et pour le faire, il faut un lieu d'expression, un lieu d'échange, un lieu de mutualisation des connaissances. C'est pour ça un agrégateur de toutes les connaissances africaines autour des enjeux contemporains et des enjeux passés pour pouvoir déterminer que dire face au monde au multipolaire, qui en création qui se dessine, que dire, que faire, comment être et faire, parce qu'on ne pourra plus revenir en 1960 ni en 2010, mais il va falloir maintenant envisager l'Afrique en termes de... il va falloir envisager l'Afrique en termes de territoire qui s'exprime, qui maintient, qui préserve ses intérêts. C'était pour répondre à l'absence d'une présence. Alors moi maintenant, je vais évoquer la présence d'une absence, parce que dans tout ça, la politique, pardonnez-moi, et là je balaye devant une porte qui, pour ne pas être la mienne, me concerne quand même un peu, c'est la politique française dite africaine, la politique dite africaine de la France, qui est totalement absente. Aucune stratégie, aucune pensée, aucune hauteur, aucune vision. Je n'ai pas vocation de parler de la politique française ou de la politique d'un État en particulier. C'est élégant de votre part. Je n'ai pas pour vocation de parler de ça, mais je fais un constat des différents enjeux et des grands problèmes mondiaux. Et à partir de ce constat, j'essaie de proposer des réponses. D'abord à l'élite intellectuelle, pour passer des servitudes involontaires ou volontaires à la mise en œuvre des stratégies d'abord de conscientisation des masses pour que chacun prenne conscience, parce que tout commence par la conscience. Et nous sommes encore là. Il va falloir maintenant, pour mieux conscientiser, faire le constat. Le constat est que nous souffrons d'une coalition de déficits et d'une myopie stratégique qui nous empêche de mettre en mouvement pas mal d'idées. Et au lieu de se plaindre, nous avons conçu l'Université des connaissances africaines. Celle-ci a produit la pensée stratégique endogène africaine et aujourd'hui... On parle quelle langue dans l'université? On parle français, on parle anglais, oui. Vous me reposez la même question, non, mais c'est un enrichissement, la langue. Oui. Ce n'est pas un appauvrissement. Et moi, je suis d'accord. Hein. Que ce soit la France ou l'Angleterre, tous... on s'est enrichi grâce aux apports des autres langues, d'accord? Les Gaulois de l'époque ne parlaient pas français. Donc tous on s'est enrichis. Pensez-vous des pays où on commence à interdire l'usage de la langue française? Je n'ai pas d'avis, comme je vous ai dit que je n'ai pas vocation à traiter les questions. Que pensez-vous de cet usage, quel que soit le pays, d'interdire l'utilisation de la langue française? Non, je n'ai pas souvenir d'un pays qui a interdit l'usage de la langue française. Il n'y a aucun pays, nous pensons que... Non, il n'y a aucun pays il y a plutôt des velléités de retour aux langues vernaculaires et aux langues nationales, parce que c'est le droit le plus national qu'on ne peut pas refuser à qui que ce soit. Maintenant, de là à interdire le français, pour l'instant, à ma simple connaissance, je n'ai pas d'informations là-dessus. Et la jeunesse africaine, parlons de la jeunesse qui manifeste... contre la présence française ici ou là, qui brûle des drapeaux, qui réclame une rupture totale ou quasi totale. Est-ce qu'elle vous écoute? Est-ce qu'elle vous considère que votre discours, c'est le discours des anciens, du vieux monde, qu'il est un peu ringardisé? Qu'est-ce qu'elle voudrait? Est-ce que vous avez compris ce qu'elle veut et qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Ce n'est pas... il y a un Premier ministre qui avait dit, je ne voudrais pas citer son nom, qu'on ne gouverne pas avec la boue. On ne gouverne pas, ce n'est pas une insulte, mais c'est une image pour comprendre. Je pense que... Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez ou de qui vous parlez quand vous dites la boue. Je pense que c'est intéressant pour vous de ne pas comprendre. Mais vous allez comprendre quelque chose... Si je fais semblant de ne pas comprendre par politesse... Si vous faites semblant de ne pas comprendre par politesse, nous avons avancé dans le débat. Et c'est l'objectif. D'accord, je s'en sors bien. Alors donc, je pense que la frange de la population qui a un impact dans la conduite et la gestion des affaires tant publiques que privées, c'est l'élite. Notre discours s'adresse à l'élite parce que nous pensons que c'est celle-ci qui a la capacité à la fois intellectuelle et les moyens et les ressources suffisantes pour impacter l'environnement afin que l'écosystème national s'oriente et se tourne vers les nouveaux paradigmes. C'est ce travail que nous faisons en proposant une pensée qui soit une vision, une fabrique des consensus qui soit l'outil stratégique de mise en œuvre de cette vision et enfin de mettre en place un certain nombre d'actions permettant d'abord aux Africains de se poser les bonnes questions sur nos enjeux et de comprendre les risques liés à ces enjeux et enfin comment, malgré les différences, les souffrances, les complications,
commencer par poser la première borne, la deuxième, et bâtir un monde nouveau. Est-ce que dans le programme, il y a quelque chose qui est conçu, qui est prévu pour que justement cette élite puisse recevoir, ou plutôt cette jeunesse puisse atteindre l'élite? Parce que vous vous adressez à l'élite, c'est bien gentil, mais il faudrait aussi aider les jeunes à venir faire partie de l'élite. Ben, les jeunes font partie des futures élites. Comment? Donc le discours est orienté à la fois l'élite à travers une stratégie narrative, met en place le discours qui correspond à cette jeunesse. Bon, mettons Nous avons en interne des travaux qui ont pour objectif d'abord, de commencer à vulgariser cette vision, d'orienter, de faire un plaidoyer auprès des autorités, parce que la pensée stratégique endogène africaine est une démarche, est une vision africaine, du nord au sud, d'est à l'est, au centre. Tout le monde doit avoir ce livre de chevet pour comprendre ce que c'est, pourquoi et comment, afin non pas de lutter contre l'autre, mais d'intégrer l'autre dans ses avancées. Alors imaginons qu'un président africain vous appelle, vous rencontre, et vous dise Patrice, parce qu'il vous tutoierait, hein, forcément, ta carte blanche pour redéfinir nos relations avec la France. Totale carte blanche. Qu'est-ce que vous lui proposeriez? Quelle serait la première mesure que vous tenteriez de mettre en place? Quelle serait votre réponse? J'aime votre persévérance, mais je maintiens la même réponse. Je n'ai pas vocation. Je suis consultant et je ne peux pas venir étaler sur la place publique. Je suis consultant et je ne peux pas étaler sur la place publique les stratégies proposées face dans le cadre d'une prestation de service. Ça veut dire que ça s'est produit et que ça relève du secret professionnel? Mais la déontologie me l'interdit. Vous avez posé la question? Vous avez le droit de me dire si on vous a posé la question, sans me dire de qui il s'agit et ce que vous avez répondu. Non, là, je reprends et j'affirme que je n'ai pas vocation de parler de ce qui relève du secret professionnel sur ce plateau. Je ne vous demande pas de trahir de secret professionnel et je ne veux pas aller à l'encontre de ce que vous appelez votre vocation. Simplement, ma question est, est-ce qu'on vous a interrogé sur une solution à adopter pour rétablir avec la France des bonnes relations? Et si moi j'étais président africain, et si je vous disais, voilà, je viens vous consulter, là vous ne trahissez pas de secret, puisque c'est entre vous et moi et c'est public. Donnez-moi une idée, quelle serait la mesure que vous pourriez me proposer pour améliorer les relations avec la France? Bah, je vous ai proposé deux questions. Non, je ne vous ai pas proposé. Tout à l'heure, je disais, comment ça se fait? Je commencerai par poser deux questions. Je reviens, elles ont été déjà posées. Comment se fait-il qu'un pays avec une histoire aussi magnifique puisse avoir du mal à épouser les courbes des évolutions africaines? Où se trouve le blocage et la difficulté? Moi, j'ai une réponse à ça, mais ce qui m'intéresse, c'est la vôtre. Ça, c'est la réponse, ça, c'est la question française. La question africaine, comment, avec 2 milliards d'individus en 2030, allez-vous jouir du bénéfice des dividendes démographiques sans heurter les intérêts tout en préservant les vôtres? Donc, cette gestion des complexités m'interdit de proposer des réponses bateaux qui sortent de mon petit chapeau parce que c'est d'une complexité qui vous échappe. Les affaires du monde, c'est excessivement complexe et on est très sensible en tant qu'acteur, mais on est très sensible en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur, je vous le garantis, c'est très difficile, très complexe. Donc, ayant travaillé dans ces sphères, je comprends bien qu'on ne peut pas, par une formule magique devant la presse, proposer des solutions, ce qui est... je me garde du mot que j'aimerais utiliser, mais c'est pas... Donc vous répondriez à ma question par deux questions. Oui. D'accord. Et vous ne chercheriez pas à accompagner la personne qui vous consulte pour trouver les réponses à ces deux questions? Bien entendu, puisque l'objet de la capacité que nous avons développée, c'est l'observation, c'est la compréhension des failles, déficits et situations, et ensuite de proposer des réponses adaptées selon 3 hypothèses. Si l'une est retenue, nous pouvons avancer.
Mais nous avons déjà, quelquefois, fait des propositions qui ont rencontré l'assentiment de la plupart des clients. Alors, une dernière question qui est peut-être un petit peu plus intime et qui, je suis certain, ne vous amènera pas à trahir un quelconque secret professionnel. À la fin de votre vie, quand vous regardez en arrière, qu'est-ce qui vous permettra de vous dire « j'ai réussi » ? Quel héritage vous voulez laisser à cette Afrique pour laquelle vous vous battez, dont vous défendez l'indépendance, l'autonomie, l'émancipation, appelons ça comme on veut. Qu'est-ce qui vous permettra de dire « voilà, ça, je l'ai accompli ». À la fin de ma vie, les larmes dans les yeux, je dirais, ça y est, l'Afrique dispose maintenant de sa propre pensée stratégique. Parce que ce qui manque à notre continent, ce n'est pas l'intelligence, les hommes, le matériel, quoi que ce soit, c'est la pensée stratégique. Parce qu'une pensée stratégique structure l'agir, le vivre et la mise en œuvre de tous les moyens. C'est la pensée qui produit la vision, c'est la pensée qui produit les moyens, la communication, l'identité, et c'est surtout la pensée qui interagit avec l'autre. Quand vous avez une pensée, on vous identifie. Quand vous avez une pensée, on sait ce que vous pensez. Quand vous avez une vision, on comprend ce que vous voulez. Et dans la vision, vous avez la planification de votre développement. Dans la vision, vous avez l'organisation de ce développement. Et par la vision, vous imposez la vôtre. À ce jour, les morcellements dus à la conférence de Berlin nous empêchent d'avoir une vision commune. Et ça, en morcellant, tout le monde était conscient que ça se produirait cet effet. Il va falloir casser cela en proposant quelque chose qui soit supranational pour permettre aux uns et aux autres de se dire nous sommes avant tout un, c'est-à-dire africains, et notre mission est demain de faire de l'Afrique ou des Africains la solution des problèmes du futur. Et en regardant dans le rétroviseur, j'aurai ce sourire en disant ça y est, on parle maintenant d'Africains aux quatre coins du globe, l'objectif est atteint. Alors je note que c'est une réponse très très optimiste finalement. Elle n'est pas du tout optimiste pour la simple raison. Parce que les larmes aux yeux avec le sentiment du devoir loyalement accompli, vous direz, vous voyez, j'ai bouclé la boucle, comme nous allons boucler le grand virage. Oui, elle n'est pas optimiste, elle est simplement inscrite dans l'ère du temps. Parce que vous ne pouvez pas avoir 2,450 milliards d'habitants et penser que ce grand marché ne pourra pas impacter le globe. Forcément, ça se produirait. Et vous voyez bien qu'avec très peu de moyens, la flopée d'imagination qu'il y a, la créativité, la puissance de la jeunesse actuelle, je crois en cette Afrique qui viendra maintenant proposer peut-être plus des satellites, autre chose adaptée à l'évolution de ce monde à cette époque. Ben, grâce à vous, Patrice Passy, le grand virage aujourd'hui, c'est peut-être devenu un grand cercle, voire un grand globe. Et c'est sur ces paroles qu'on va se quitter. Je vous remercie de nous avoir suivis. Rendez-vous bientôt pour un autre grand virage et je vous dis au revoir.